Auriculaire donne la parole aux autrices de bandes dessinées. Elles sont dessinatrices, scénaristes ou encore coloristes. Elles sont engagées, féministes et se sont emparées de tous les genres de la bande dessinée. Non, les femmes ne font pas de la BD girly, elles font de la bande dessinée. Et si nous écoutions ce qu'elles ont à dire ? Perrine Rouillon, c'est la petite personne, ou plutôt la créatrice de la petite personne, qui se promène depuis 20 ans sur la page et qui pose toutes les questions qui nous taraudent. Elle fait son intéressante, elle nous fait rire, enfin moi elle me fait beaucoup rire. Impossible de la mettre dans une case, cette petite personne. Ni bande dessinée, ni roman graphique, et encore moins illustration. Elle est juste elle. Et d'ailleurs, elle demande « Faut-il vraiment faire quelque chose pour exister ? Être n'est-il pas suffisant ?» Bonjour Perrine, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation et de m'avoir invitée chez toi. Dans mon atelier. Dans ton atelier. Pourrais-tu m'expliquer ton parcours et tes études ? J'ai vu que tu avais vécu à l'étranger, que tu avais eu une jeunesse folle. Folle, je ne sais pas, relativement nomade. Voilà, qu'est-ce qui t'a amené à la petite personne ? Voilà, tout convergeait vers la petite personne. Peut-être, d'ailleurs, j'étais dans une famille nombreuse, on était 8 filles. 8 filles ? Et aucun garçon ? Si, il y en avait un, mais bon, il était dans les petits, pour moi, il faisait partie des filles. Enfin, ça ne fait pas une différence, si tu veux. Et donc, oui, j'ai vécu, je suis née en Tunisie, après je suis allée au Maroc, après j'ai vécu au Canada. Au Maroc, c'était vraiment bien, c'était l'enfance. Et l'adolescence à New York, dans les années 60. Donc tout, quoi. La guerre au Vietnam, le début de la haine de la société de consommation. Être, surtout. C'est-à-dire l'idéologie, je me souviens, notre philosophie, c'était être dans le présent. Et je pense que la petite personne vient un peu aussi de là. Juste être. Juste être. À un moment, elle dit ça, et la narratrice lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle dit « Moi ? Pourquoi ? Il faut faire quelque chose ? Je peux pas juste être ?» Et je crois que j'ai essayé très longtemps de juste être, mais j'ai compris que c'est pas tellement possible. Qu'on peut être entre les lignes, mais pas comme projet frontal, juste être. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu... L'idée, c'était de ne pas penser à son avenir, de ne pas vouloir s'insérer dans la société, surtout pas, de ne pas faire de famille, de changer tout, le rapport au temps, le rapport entre les hommes et les femmes, le rapport à soi. D'ailleurs, pour ça qu'ils consommaient pas mal de drogue. Moi, j'étais tombée dedans, donc j'en prenais pas trop, j'en prenais pas même. Parce que j'avais pas des cases très rigides. Mais eux, ils en prenaient, les gens, pour se démolir les cases de l'entendement. Aux États-Unis ? Aux États-Unis, oui. D'accord. J'avais même un copain que j'adorais qui était venu en France pour vendre de la drogue à la sortie des lycées. Il était catastrophé. Il disait, mais ils achètent pas. Personne consomme ici. C'est quand même incroyable. C'est des réactionnaires absolus. C'est comique quand même. Et donc tu es rentrée en France à quel âge ? J'ai passé mon bac à Athènes et je suis rentrée en France juste après. Ah, parce que tu as refait un passage donc oui, New parce York. qu'en fait, voilà, après New York, j'ai eu 1 an à Athènes. D'accord. C'était un peu raide comme chute. Du coup, j'ai regardé le ciel, comme il n'y avait rien à regarder. Je me souviens vraiment avoir levé les yeux et j'ai dit « Ah, bah, je vais regarder ça, tiens ». Parce que c'était quand même un peu peu par rapport à New York, si tu veux. Surtout le milieu dans lequel on était. Enfin, à part l'Institut français d'Athènes, où je pouvais voir l'acropole de la fenêtre de la salle de classe, ça c'était pas mal. Ouais, il y a pire. Mais il se passait pas grand-chose. Dans les boîtes de nuit, on dansait sur « Ah, si papa savait ça !» Papa épousait la bonne, des trucs comme ça. Après Zappa, ça faisait une certaine chute. D'accord. Et donc, tu es rentrée en France après ton bac ? Ouais.
me suis retrouvée à Paris toute seule, comme on était toutes éjectées les unes après les autres dans un monde hostile, sans argent. Et c'était un peu dur. Surtout pour les 3 premières. Moi, j'étais la 4e. Donc, il y avait les 3 grandes et moi. Et du coup, j'ai dit, je vais pas à la fac. J'avais vu que ça faisait des dégâts graves sur mes sœurs, la fac. C'était un milieu pathogène. En plus, c'était toujours la grève des travailleurs du nettoyage. À l'époque, j'avais visité des facs. C'était quelque chose de... C'était juste après 68. Oui. Donc, c'était joyeux. La rue était formidable, mais la fac, t'étais un peu perdu. Donc j'ai dit je vais faire Hippocagne, une petite école je sais pas pourquoi ils m'ont laissé rentrer d'ailleurs, parce que... Enfin bref, je suis rentrée à Hippocagne, qui était formidable, parce que c'était tout ce que j'aimais en classe, c'est-à-dire la littérature, sans les maths. C'est assez rigide, Hippocagne, Cagne. Écoute, moi j'ai un souvenir, je sais pas, oui tout le monde me dit ça, mais il y avait que des filles alors. En plus. Il y avait que des filles, c'était extraordinaire. Ça effectivement. Oui. Après tout le côté du lycée français à New York, où c'était vraiment celui qui a du succès, celui qui en a pas, celle qui est belle, celle qui est... Pfff, là là, tu vois, tout ce truc qui prenait une place gigantesque. Moi, je me trouvais belle et con, donc tu vois, tu pouvais pas être les deux. Et ma sœur me disait, mais c'est pas grave, t'es belle. Et je dis, mais j'ai rien à dire. Oui, mais c'est pas grave. Elle m'enfonçait gentiment. Je disais que... Ah oui, c'était que des filles, c'était quand même assez doux, quoi. Enfin, doux, je sais pas. Tout d'un coup, les gens avaient... chaque personne avait le droit d'exister. C'était incroyable. Non, c'est dur, là-bas... Par rapport à le New York. monde. Ouais, enfin, pas la rue. La rue était formidable à New York. Tu te baladais, personne t'emmerdait. Arrivé à Paris, au bout de 3 mois, je me suis mise en sac, quoi. Je suis arrivée en mini-jupe et puis j'ai commencé à me cacher le plus possible et je me faisais emmerder, je sais pas, 20 fois par jour. Au point que mon dossier de l'IDEC, parce qu'après ça, j'ai voulu faire l'IDEC, ma première enquête, je l'ai faite sur les mecs qui me draguaient. Il suffisait que je marche dans la rue ou que... Alors je notais. Le charme français. Bah non, mais on était en France. Oui, mais à New York, t'as jamais eu... Ah non, à New York, il y a un respect des gens dans la rue. Je sais pas, la misogynie existe, mais elle a rien à voir. D'accord. C'est vraiment, même, ça les intéresse pas, disons. Plutôt... mais dans la rue, tu te fais pas... On te confisque pas l'espace public. Tandis qu'en France... J'ai été heureuse dans la rue une fois que j'ai été vieille. Donc, autant dire que là, je suis au top du bonheur. D'accord. Et ça va aller de mieux en mieux. Et donc, après, tu as fait l'IDEC, donc la FEMIS, enfin, l'école du cinéma. Voilà, enfin, j'ai surtout glandé, j'ai oublié de dire. Ah, d'accord. Ma formation principale, c'est quand même être... Je reviens à ça. Glander pendant des années. Donc, rien faire. Chaque matin, tu sais pas ce que tu vas faire. Un truc qui est bien, c'est traverser la Seine, parce que c'est beau. Donc, tu traverses la Seine, tu glandes à 2. On était à 2. Tu vas au cinéma par la sortie le plus souvent, parce que t'as pas d'argent. On faisait des trucs, de la photo, des cours avec vitesse. T'as toujours des trucs à faire. Mais enfin, en gros, c'était ne rien faire. Et je pense que c'est pas facile. Mais voilà, c'est une des autres formations. C'est un vrai projet de vie, de ne rien faire. Ah ouais. Qui n'est pas si simple que ça, en fait. C'est le plus dur. Et je pense que ça m'a amené à la petite personne. Elle est toute seule sur la page. Il faut qu'elle arrive à traverser tout ce blanc de la page avec rien qu'elle-même. Tu vois, pas, tu vois, comme sur un fil, comme un funambule, quoi. T'es là, t'arrives au bout de la journée, après tu recommences. Puis, je sais pas, un jour, j'ai dû me dire qu'il fallait peut-être que je gagne ma vie. Et j'ai pas trouvé, parce qu'on m'a dit, vous faisiez quoi? Vous chantiez, nous vous déplaise. Eh bien, danser maintenant.
Vous faisiez quoi avant? Je disais, rien. Justement, c'est pour ça que je voudrais travailler. Ah, mais si vous faisiez rien, mais c'est pas possible. Tu vois, c'était bizarre, j'étais étonnée. Je dis, au contraire, je faisais rien, donc maintenant je voudrais travailler, donc je travaille, point. Ça marchait pas comme ça, les choses marchaient rarement comme j'avais prévu. D'accord. Donc, mais t'avais quand même dans l'idée de faire du cinéma? Je voulais être écrivain, en fait. D'accord. En 5e ou 4e, ou quoi. Je voulais être écrivain, j'avais dit je serais écrivain, voilà. Et puis après, je me suis dit, l'écriture moderne, c'est le cinéma. Donc, je vais faire du cinéma. Et puis, dans mes glandages, je faisais un peu de son. Je tournais un peu dans le cinéma, comme ça. J'avais rencontré des gens. Yann Lemasson, que tu ne dois pas connaître, qui est un type formidable. Bref. Donc, j'avais fait du son, puis j'ai passé l'idée que 3 fois. Je l'ai eu la 3e fois. Et voilà, et c'est l'idée que c'est réalisation et prise de vue ou montage. J'ai pris prise de vue. Puis j'ai fait du montage. D'accord. C'est logique. Enfin, j'ai fait de la prise de vue, et puis après, j'en ai eu marre, j'ai fait du montage. Mais tout ça, je voulais pas de métier non plus. Je voulais pas de famille, je voulais pas de métier, je voulais pas de... Tu voulais juste être. Je voulais juste être. Être à 2 aussi, je voulais bien une histoire d'amour, mais voilà. Mais c'est tout. Mais c'est tout. Et alors, justement, comment la petite personne est arrivée dans tout ça? Oui, parce que être, c'était quand même aussi... Enfin, quand je me suis bien rendu compte que ça marchait pas, qu'il faut être dans une histoire. Et donc, je me suis dit... Enfin, de toute façon, je voulais être écrivain, donc je voulais pondre quelque chose. Donc, j'ai commencé à... On est où, là? Après l'IDEC? On est après l'IDEC, oui. Ah, d'accord. Après l'IDEC, j'ai travaillé à la télé. Parce que là, à la télé, il y avait un type que j'appelais la poule aux œufs d'or. Tu l'appelais. Tu lui disais, ne m'appelez pas, parce que sinon je vais dire oui, vu que je travaille pas. Vous me proposez un travail, je vais dire oui. Or, je veux pas travailler. Mais quand j'aurai besoin de sous, je vous appellerai. Et donc, évidemment, tu faisais pas des trucs hyper intéressants, mais c'était pas l'idée. Tu l'appelais, il t'envoyait à Ajaccio pendant 3 semaines pour faire monter le journal ou des magazines. Et ça, c'était formidable. Parce que tu partais avec ton petit baluchon et t'arrivais dans un endroit avec tes frais de mission dans la poche. Et puis voilà, et puis tu faisais tes montages et après tu rentrais et t'avais 3 mois pour ne rien faire encore. D'accord. Mais donc je travaillais plus pour gagner du temps. Ça s'appelle intermittent du spectacle. Enfin, c'est pas comme ça que les intermittents le vivent. Hein. Non. Moi, je le vivais comme ça. C'était plus peut-être un travail alimentaire qui te permettait de payer tes frais et de garder du temps pour toi aussi. Oui, bien sûr. Mais c'était... Ce qui était bien, c'était que je le faisais quand j'avais décidé de le faire. Et ça, c'était dans les années 80 ? Alors, je suis nulle dans le temps et dans l'espace, d'ailleurs, mais... je suppose c'était après l'IDEC. Ah oui, j'ai eu mon diplôme en 81. Donc c'est ça, c'est dans les années 80. Voilà, exactement. Donc j'ai fait ça un moment. Évidemment, ça tape un peu sur le système aussi, parce que c'est bizarre d'aller ici et là, et puis t'es remplaçable. C'est un petit boulot, quoi. C'est pas très épanouissant. C'est bien sur la solitude, c'est bien sur la province que tu découvres, c'est bien sur être à l'hôtel. Je me suis rendu compte de l'importance des miroirs. Je me disais, je suis là, je me sentais avec moi, ce qui a aussi rapport avec la petite personne. Avec la petite personne. Quand j'étais très enfant, je me regardais énormément dans le miroir. Je passais des heures. D'abord, je me trouvais à tomber par terre. Donc j'étais comme ça. Puis je me mets pas juste devant l'image. Tu vois, je dialoguais
Avec les toi. yeux surtout, mais je pense pas que je parlais tellement, mais je pensais devant moi, je me voyais penser. Enfin bref, j'étais peut-être... Presque déjà la jeunesse de la petite personne, en fait. Oui, exactement. Et donc cette petite personne, elle est arrivée matériellement. Quand est-ce qu'elle a été matérialisée Elle est née dans mon écriture, en fait. C'est-à-dire que j'essayais d'écrire, mais même elle est née dans mes lettres adressées à des gens que je trouvais toujours nulles. Je les refaisais 4 fois, il y avait des ratures partout, ça voulait tout dire. Il y avait de parenthèses en machin. Enfin, le truc le pire qu'on peut imaginer. Et à la fin, j'ai inventé une ponctuation. Mais en fait, c'est pas... Enfin bref, ça fait rien, on va tout mélanger. C'est entre les lettres adressées puis de l'écriture pour moi. Et j'avais créé je traçais une petite spirale que j'appelais un point de retour à moi. C'est-à-dire qu'au moins j'arrêtais la prolifération, je sais pas comment dire, sans air de ces phrases qui s'éloignaient de plus en plus de moi. Ça faisait un espace blanc déjà autour de la spirale. Et puis ça arrêtait cette écriture. Et souvent, je la traçais quand j'étais perdue, quoi, quand j'arrivais plus, quand ce que je voulais dire passait pas, que c'était clair que ça passait pas. Puis après, je recommençais un autre paragraphe. J'essayais de repartir de moi. Bon, qu'est-ce que tu veux dire et tout ça. Et puis ça redéconnait de la même manière. Et puis je refaisais ma petite spirale. Et donc cette petite spirale, elle s'est nourrie en fait de tout ce que je n'arrivais pas à dire. J'arrivais pas non plus beaucoup à parler, je dois dire. J'étais assez mutique à l'époque. Donc, elle a pris tout le non-dit, quoi. Sentiments, pensées, j'en sais rien, sensations. Et un jour, c'est devenu une sorte de petite araignée qui s'appelait Ouri, la hors-la-loi. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas duré longtemps. Elle s'appelait, c'est toi qui l'as appelée comme ça. Oui, c'est pas elle qui m'a dit je m'appelle Ouri. Si, ça doit être elle, mais bon, c'est peut-être moi qui lui avais un peu soufflé. Et donc ça faisait un petit corps avec des grandes pattes. Donc elle a commencé à bouger. Puis après, j'ai fait des espèces de petits personnages qui étaient souvent à deux, en train de s'envoyer en l'air. C'était des lignes mélangées qui figuraient un peu à la Michaud, mais sans être du Michaud. Et puis, c'est devenu un petit personnage que je mettais dans mes lettres. Et c'est marrant parce que c'était vraiment tout à fait à rien, ce personnage. C'était tout raide. Et les gens lui prêtaient déjà beaucoup. Et ça m'a épatée. Je crois que c'est ça qui m'a fait le plus de bien. C'est que... Ce que les gens pouvaient projeter dessus. Ouais. C'est-à-dire que j'avais pas tellement pas confiance en moi, mais j'avais pas confiance dans les gens. Comme je changeais toujours de pays aussi. Arrivé en France, je me disais, oh là là, ça m'a l'air bien compliqué ici. J'avais une histoire d'amour qui avait raté parce que le mec venait de se faire plaquer. Alors, du coup, il croyait plus à l'amour. J'ai dit, mais ils sont bizarres, les Français. J'étais perplexe et j'avais l'impression que pour être reconnu, entendu, il fallait mettre le paquet. Je me disais, ça va être dur, il faudrait mettre le paquet. C'était pas mon genre de mettre le paquet. J'étais plus comme ça, je sais pas comment dire. Il fallait m'écouter pour m'entendre. Ouais. Et tout d'un coup, je m'aperçois que non, c'est pas vrai. Chouette. Allons-y. Et une des premières qui a vraiment donné sur ce petit personnage, mais tu le verrais, tu rigolerais, hein, c'est Nancy Houston. Tu connais ? Oui, bien sûr. Qui m'a dit « Ah, mais il est formidable, ton petit personnage. » Je me souviendrai toujours. Elle était en plus à tomber par terre, elle aussi. Ou elle surtout, je ne sais pas. Et j'étais vraiment étonnée. Et donc, elle m'a demandé Il y avait un journal féministe, c'était le début du féminisme, en 70. Ça a été un truc très formidable, parce que la politique, par contre, j'avais du mal, C'était tiens, tu veux être trotskiste, tu veux être Mao, tu veux être ceci, tu veux être ça. Bon,
Et en plus, tout ça, moi je disais, déjà j'aime pas les vieux cons, mais les jeunes cons, je trouve que c'est pire. Je sais pas si je le disais aussi clairement, mais c'est ce que je pensais. Tu pensais. Oui, parce que c'est des gens qui croyaient qu'ils allaient prendre le pouvoir. Je disais, le pouvoir pris par un petit mec qui lâche pas la parole et qui te demande de renéoter les tracts. Et moi, je préfère encore De Gaulle. Puis tu passais d'un extrême à l'autre. Je dois dire que j'étais un peu gaulliste, parce qu'en Amérique, tu peux pas ne pas être gaulliste. Tellement t'existes pas, donc t'es là. De Gaulle, De Gaulle. Seul nom qu'ils connaissent. De Gaulle. Le matin, on devait chanter I pledge allegiance to the flag. Moi, je chantais la Marseillaise, je me faisais engueuler. Bon, je me perds. Tu digresses. Donc Grèce. on était à cette petite personne et à Nancy Houston et le début du féminisme, Oui, donc dans les années 70. Voilà, donc elle m'a proposé de dessiner sur la couverture du prochain Histoire d'elle, qui était un journal féministe, enfin un journal créé par des femmes, vendu en kiosque, et qui parlait pas spécialement de choses... un journal normal, simplement, c'était Leila Sebar, Nancy Houston... Et donc j'ai fait 2 numéros, puis Qui a commencé en quelle année Histoire d'elle ? Ouais. Moi, je dirais, j'en sais rien, 70, 12, 13, j'en sais rien. D'accord. Il a tenu quelques années et il est mort 2 numéros après que j'apparaisse dedans. J'espère que c'est pas moi qui l'ai coulé, mais j'ai pas dû aider beaucoup, en tout cas, à le sauver. Parce que quand tu prenais le journal, il y a des filles qui faisaient ça. De la main, elles essayaient de balayer ce qu'il y avait dessus. C'était la petite personne. Elle était imprimée. Mais tu les as vus ? Oui, je les ai vus, les journaux. D'accord. Il y en avait un, c'était sur la grève des femmes. Non, mais tu as vu les gens essayer de balayer. J'ai vu une fille personne. faire ça. Une fois. J'en rajoute un. Voilà. Une fille qui a fait ça. C'est quoi ce truc qui est posé sur ma page ? Voilà. Mais c'est vrai que ça tenait pas vraiment la page, mais... Donc la petite personne, elle a commencé dans un magazine... journal féministe. Ouais, un journal. Et après, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je ne sais pas. Elle a été éditée ? Donc, après j'ai fait l'IDEC, après j'ai fait la télé, après j'ai fait... Bon, on s'en fout de la chronologie. C'est fini pour la chronologie. Donc, la petite personne, ensuite l'IDEC, ensuite la télé... C'est fini la chronologie, on t'a dit. Puis la petite personne. À un moment, j'ai fait un livre. Voilà. Non, mais parce que Ah oui, tu m'as demandé comment elle est née. Donc voilà, elle est née dans mon écriture. Ce qui fait un jour, elle s'est mise à dialoguer avec cette écriture. Elle a pris la parole et elle a pris pas mal de place. Et je faisais des histoires comme ça de temps en temps. Au tout début, quand j'allais pas bien. C'était une manière de... Mettons que tu te sens un peu désespéré et tu fais un petit dessin où tu essayes de comprendre ce que c'est le désespoir. Hein, parce que je suis plutôt abstraite comme fille. Le désespoir en soi. À travers la petite personne qui, elle, n'est pas très abstraite. Donc tu fais une page et tu travailles. Donc déjà, tu n'es plus tellement désespéré. Puis après, ta page, elle est réussie. Si elle est réussie, t'es heureux. Voilà. Donc t'es plus du tout désespéré, en fait. Du tout. Donc la petite personne est une thérapie. Bah comme tout ce qu'on fait. Oui. C'est pour ça que juste être, c'est pour ça que un juste projet être, c'est compliqué. Difficile. Il y a eu la naissance. Alors je sais bien que la chronologie, on a arrêté, hein, mais mais du coup tu l'as un peu laissé tomber, la petite personne, quand t'étais à l'IDEC et quand tu travaillais pour la télé. Souvent, il n'y avait rien à faire dans ce travail, en fait. Donc ça te laissait du temps pour la petite personne. Ouais, je faisais des petits dessins sur les pages qui traînaient dans le coin. Et on travaillait au moment où le journal allait arriver. T'avais des gens qui débarquaient avec des cassettes, des images, des textes et tout. Et il fallait monter ça. C'était marrant, ça, d'ailleurs. La vitesse obligée. Le reste du temps, je faisais des petites personnes, oui. D'accord. Et puis que j'ai montré de plus en plus à mes amis proches, après aux amis d'amis, après
je les sortais tout le temps, les petites personnes. Une Et fois, c'est je suis allée à Angoulême avec 10 pages. Je posais mes 10 pages sur les stands et puis je disais je reviendrai les prendre. Parce que j'aime pas voir les gens regarder, se sentir obligés de dire quelque chose. Puis je revenais, soit ils avaient rien, je ramassais les copies. Je me souviens de Wolinski qui avait dit ah, c'est intéressant, j'en parlerai à ma femme. Je lui ai dit mais pourquoi, si c'est intéressant, ça vous intéresse? On n'est pas, il y en a pas, c'est pas des machines tellement différentes les hommes et les femmes. Pour lui, si, ça n'avait rien à voir. Donc j'ai bien compris, chez les vieux, il y avait une manière de considérer le féminin et le masculin qui n'avait rien à voir avec les jeunes, parce que dans les bulles qui s'appelaient la bulle New York ou je sais plus quoi, chez les petits fanzineux, quelle idée géniale. Là aussi, j'étais étonnée. Pour moi, c'était pas une idée. Ça faisait des années que ça... Tu vois, c'était un truc qui s'était fait tout seul. C'était pas conçu, quoi. Mais par contre, alors qu'ils étaient dans le all over, c'est-à-dire, tu vois, tout était rempli, ils adoraient ça. Donc je l'ai montré de plus en plus. Puis un jour, je suis allée voir le type À suivre, qui m'a hurlé dessus pendant 1 heure. Enfin, c'est-à-dire, comme il m'a hurlé dessus, déjà pour commencer. Puis après, je me suis défendue. Du coup, ça a duré des heures. Et il en a conçu une haine pour moi jusqu'à la fin de sa vie. D'accord. Dommage. Parce qu'il m'a... Oui, enfin, c'est pas grave, c'était marrant. Mais c'est là que j'ai vu que j'étais capable de me faire démolir sans... Ça y est, c'était bon, quoi. Elle tenait, la petite personne. Mais pour lui, il m'avait dit, la bande dessinée, c'est le roman du peuple ou un truc comme ça. Je dis, pourquoi pas? Mais ça peut aussi être la poésie du riche ou ce qu'on veut. Et les deux, et ci et ça, et... Tu vois, bon, c'était un ancien 68 art qui avait des idées très arrêtées. Donc je connaissais ça un peu quand même. Et puis après, comment il s'est fait? Tu l'as montré à d'autres éditeurs après? Non. Après, il y a un type. J'ai essayé de ramasser un peu de mes trucs. Et je suis tombée à ce moment-là sur un type que j'avais connu il y a très très longtemps, qui n'était pas tellement éditeur d'ailleurs, mais plutôt marchand de vieux livres, mais qui éditait aussi des livres. Enfin, il m'a dit « Ah, mais je suis éditeur, je vais te le faire, ton livre. » Bon, puis voilà, on l'a fait. Et il s'appelait La Petite Personne. Tu connais pas? La Petite Personne, si. Le livre. Oui, c'est le premier. Le premier. Il est tout blanc et il est assez mal dessiné. Mais est-ce que La Petite Personne, avant d'être dans le livre La Petite Personne, s'appelait déjà La Petite Personne? Un jour, elle s'est appelée La Petite Personne. Au début, elle s'est appelée donc Ouvrir la loi, mais c'était pas encore une personne. Après, une araignée. Elle s'est pas appelée du tout. Après, j'ai un peu cherché. À un moment, elle s'est appelée Moi. Ça faisait des dialogues un peu compliqués. Excusez-moi, je discute avec moi. Et un jour, elle s'est appelée La Petite Personne. Et là, je me suis dit, tiens, elle va insister, là, je sens. Parce qu'une fois, je me souviens très bien aussi, je me suis dit, est-ce que j'écris ou est-ce que je fais La Petite Personne? J'avais fait une nouvelle que j'aimais bien, qui s'appelait Rrr. D'accord. Mais qui était un peu dans une écriture un peu confidentielle, quoi. Disons un peu... une écriture à trous, un truc particulier que j'aimais bien, mais je voyais bien que quand on veut faire du cinéma, je pense qu'on a aussi un peu envie d'être dans un public large, pas forcément grand, mais divers complètement. Or, dans mon écriture, je sentais que c'était un milieu, genre l'écriture un peu abstraite ou je sais pas comment dire. Un peu du nouveau roman ou voilà, ce genre de choses. C'était un peu proche peut-être de ça. L'Oulipo, etc. Oui, peut-être pas. En tout cas, t'avais l'impression que c'était trop. Je pense que ça a joué. Que c'était un milieu, peut-être mon milieu d'ailleurs, et que j'avais envie d'en sortir parce que dans la famille, j'étais toujours à essayer de sortir de mon milieu. Donc j'ai choisi, je me souviens quand j'étais là devant ma nouvelle et puis ce démarrage de La Petite Personne, et je
je me souviens très bien que j'ai choisi La Petite Personne en me disant, bon, si ça marche, si j'arrive à faire des livres, j'avais l'impression que ce serait plus large. Ce qui est une fausse idée, parce qu'en fait, non. C'est pas large. C'est un peu... Oui, t'anticipes un peu ma question suivante. C'est le problème, le problème, si tant est que ce soit un problème, mais aujourd'hui, je pense que c'en est un, c'est que ce n'est pas de la bande dessinée, ce n'est pas de l'illustration. Ah non. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas une nouvelle. It's Superman. C'est ça. Justement, ma question, c'était, vu la spécificité des petites personnes, puisqu'il y en a eu 8, tu me disais, 8 livres parus. Ouais. Dans quel rayon tu aimerais être classé en librairie, puisqu'on sait qu'il faut que tout soit classé. Et dans quel rayon tu aimerais être classé, ou dans quel rayon es-tu fréquemment classé? C'est très difficile, parce que si c'est pas un public, un grand public, c'est vrai que c'est n'importe qui. Non, justement, c'est pas n'importe qui, mais dans n'importe quel milieu. Il y a des gens très jeunes qui adorent, il y a des gens d'un milieu riche ou pas, ou je sais pas comment on dit. Je suis pas très bonne en politique. Non, mais ça peut être un public très varié, mais en même temps tellement varié que du coup, c'est un... Très varié. Tu peux pas cibler vraiment... Oui, très varié, mais des gens très particuliers dans n'importe quel milieu. Des gens qui sont capables de, tout d'un coup, être pris par ça. Je sais pas, de regarder de près. Il suffit il faut s'approcher, quoi. Des gens qui s'approchent de ça et qui l'accueillent. Donc en librairie, j'ai été classée dans plusieurs endroits en littérature générale, ça fait toujours plaisir. Dans des salons du livre aussi où on me met en littérature. Je trouve que c'est là que ça a plus de sens qu'en bande dessinée où les gens, ça imprime pas quoi pour eux. Ils voient déjà la couverture, ça ressemble à rien, et s'ils ouvrent, c'est encore pire. C'est-à-dire que ça ressemble pas effectivement à une couverture de bande dessinée. Oui, même si il y en a plein il y a plein de gens qui font de la bande dessinée difficile, hein. C'est pas ça, mais il y a un truc en plus. Je pense pas que ce soit une page de bande dessinée. Je pense que c'est une page d'écriture. D'ailleurs, La Petite Personne, elle dit, j'en ai marre d'être dessinée sur une page d'écriture. C'est vrai, je l'ai vu. Elle a dit ça. Tu témoignes. Je témoigne. Pourquoi c'est une page d'écriture? Parce que la page, elle est plate. C'est pas un espace de représentation. C'est pas découpé dans le temps. Les cases, c'est des espaces de représentation. C'est comme... Et il y a une chronologie. Ouais, c'est comme si... alors, quand tu regardes des cases, tu es obligé de t'arrêter là, puis là, puis là, puis là. C'est bizarre. Enfin, remarque, quand tu lis, tu lis ligne à ligne. Ça se lit bien, hein. Mais je trouve que ça se lit plus que ça se regarde, ce que je fais. Je pense que c'est une écriture. Pour moi, c'est une écriture. C'est comme si mon style s'était roulé en boule, et séparé de l'écriture, avait pris corps un peu, pris ligne. Et du coup, je me retrouve avec une écriture sans style, qui est la narratrice, qui dialogue avec un style, tout seul. Tu as inventé ta propre typo. Voilà, alors il y a un truc que j'adore, c'est quand je suis invitée aux rencontres internationales de typographie de Lure. Tu connais pas? Non. Ah, c'est génial. Et ils m'ont invitée 3 fois déjà, ou 4, je me rappelle plus, et j'ai l'impression qu'ils considèrent La Petite Personne comme une typo, une sorte d'écriture. J'adore ça. Pour toi, c'est ce qu'elle représente. En fait, c'est un problème indémerdable, parce que quand, à la fin de mon livre, là, moi et les autres petites personnes, on voudrait savoir pourquoi on n'est pas dans le livre. En plus, c'est la première fois que je mets mes bras comme ça. C'est le titre. Elle passe des pages à se décarcasser, en plus dans un état d'énervement. J'ai l'impression qu'elle va quitter la page tout le temps.
pour prouver à la narratrice qu'elle est une écriture, tu vois, elle lui explique, mais tu vois bien, la narratrice lui dit, mais non, moi je te vois avec un visage, un regard. Elle dit, bah justement, si tu me vois avec un regard, alors que j'en ai pas, parce qu'elle a pas de visage, la petite personne, c'est que tu me regardes pas, tu me lis. Si tu me regardais, tu verrais que j'ai pas de visage. Si tu vois un visage, c'est que tu me lis, c'est-à-dire tu imagines. Comme l'escargot, on lit l'escargot, on voit des cornes, une coquille. Le mot peut avoir une coquille, mais ça... Oui, c'est autre chose. C'est autre chose. Oui, tu as une image mentale de l'escargot quand tu lis le mot escargot. Tu vois un escargot dans ta tête. Exactement, et tu vois le tien, ton escargot. C'est-à-dire que quand tu lis la petite personne, chacun invente son expression. Elle n'a pas d'expression, elle n'a pas de visage. Alors, l'autre qui lui dit « je te vois avec un visage », il dit bah, « c'est la preuve que tu me lis ». Et puis après, 3 pages après, elle est effondrée sur la page en disant « mais c'est trop dur d'être une écriture ». Donc en fait, c'est pas réglé comme histoire. Je crois que ce que je fais, c'est une sorte de tension entre l'écriture et le dessin qui bouge. Et ce que je poursuis, c'est peut-être que j'arriverai soit à l'écriture, soit au dessin. En tout cas, dans tous mes livres, ça tire vers l'écriture, vers le dessin. C'est ce dialogue qui est en fait aussi un dialogue amoureux entre moi et moi, et entre ma tête et ma main, ou ce que tu veux, et entre... j'ai oublié. Entre toi et toi. La créatrice et sa créature. Et ouais. Mais donc, tu étais partie en te disant que la petite personne pourrait être plus grand public que si tu écrivais une nouvelle ou un roman. Disons, un public plus divers. Mais peut-être que j'ai cru aussi que... Parce que je trouvais ça génial, moi, la petite personne. Je trouve toujours ça pas mal. Moi, je trouve ça génial, hein, je te confirme. T'es mignonne. Moi, j'aime beaucoup. Et je suis toujours étonnée quand ça marche pas assez, quoi. La première fois que j'ai fait mon livre, je suis allée à Angoulême avec 100 bouquins, avec un copain. Et je suis revenue avec 100 bouquins. Et je me suis dit, ah d'accord. Ah bah non, en fait. Tu vois, le marché, c'est pas du tout... C'est compliqué. C'est pas déjà pareil. Pour la bande dessinée classique, c'est déjà pas évident. Mais quand tu te retrouves avec un objet hybride, enfin qui n'est pas... Oui, mais... C'est compliqué. Aimer un truc et sortir son argent pour l'acheter, ça n'a rien à voir aussi. Tu vois ? Quand tu montres à des amis qui sont là, ah ouais, c'est bien, c'est bien. Bon, ils l'achèteraient sans doute. Mais il faut les accompagner, les gens. La petite personne, ça fait un trou dans le... Ça fait un trou, par exemple, souvent j'ai failli publier dans des journaux et au dernier moment on s'apercevait que ça passait pas, quoi. Ça fait un trou dans le journal. D'abord il faut du blanc autour et ensuite tout vient vers toi dans un journal, par exemple. Ouais. Et la petite personne, si t'y vas pas, il se passe rien. Faudrait que je trouve un autre truc. Dans ce livre-là, il y a les ratées qui sont un peu plus... Elles sont en groupe déjà, donc elles ont besoin de moins d'espace. Et puis elles râlent. Peut-être ça passerait mieux dans un journal si... Mais bon, est-ce que j'ai envie d'être obligée de faire la petite personne pour qu'elle... Oui. Chaque semaine, parce que je pense qu'une des choses qui fait que, pour moi, la bande dessinée n'est pas encore tout à fait un art, j'ai le droit de dire ça ? Oui, t'as le droit de dire ça. Sinon, tu coupes. Non, t'as le droit de tout dire. C'est que les gens en vivent. Enfin, les gens en vivent très mal. Oui, les gens en vivent très mal. Mais ils pensent qu'ils vont en vivre. Et ils sont obligés de faire toutes les semaines... Bon, d'accord, il y a eu des gens formidables qui faisaient du feuilleton, comme Flaubert ou je sais pas qui. Ou même... Mais il y a plein d'artistes qui ont... Mais c'est rare, vécu, c'est des gens très très rares. Je veux dire que la littérature, on sait très bien qu'on peut pas... En gros... Léonard de Vinci, il a pu vivre de son art, hein. Ah ça, alors là, c'est encore avant. Moi, je te parle du 19e, parce que alors avant, oui, mais c'était les mécènes
Oui, c'était des Je mécènes. connais pas bien l'histoire, mais c'était des mécènes, ça n'a pas à voir. C'était quand même aussi essentiellement de la commande. Quand tu décides d'être peintre ou que tu décides d'écrire des romans, tu te dis pas, tiens, je vais gagner ma vie, nourrir ma famille, acheter une bagnole, avoir une maison avec mes romans. Non, tu sais très bien que tu as un autre métier. Ça peut marcher, hein, mais... Ça peut marcher, mais au départ, tu te dis pas ça. Non, c'est compliqué de se dire ça, effectivement. Voilà. De partir en se disant ça... Alors que la bande dessinée, tu te dis plus ça. Parce que tu vas être... tu fais une école, après tu vas être dessinateur ou scénariste. Déjà, je trouve ça absolument bizarre que le dessinateur et le scénariste soient pas la même personne. Mais ça peut exister, ça pourrait exister s'il y en avait un des deux qui avait le pouvoir. Mais aucun des deux n'a le pouvoir, donc c'est une sorte de co-création. Oui, c'est une co-création. C'est grave, si tu peux pas arriver à quelque chose de formidable avec ça. Parce que en cinéma, par exemple, t'as un scénariste, mais c'est le réalisateur ou la réalisatrice qui fait ce qu'elle veut. Du scénario. Oui. Ouais, exactement ce qu'elle veut, c'est elle qui signe le film. Ah, mais là, c'est une collaboration. Oui, la collaboration, ça s'est pas tellement vu que c'était le plan idéal pour faire quelque chose. Donc toi, tu penses que c'est pas... Je pense que ça y va, mais que on n'y est pas encore. Bien sûr que ça y va. Et puis il y a des tas de livres qui sont... C'est peut-être juste que j'aime pas grand-chose et que... d'ailleurs, en tout, c'est pareil. En littérature, il y a plein de merde et en cinéma, n'en parlons pas. Et il y a très, 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 très peu de choses formidables. Tu es très élitiste. Non, je suis très chiante. C'est pas pareil. Non, non, j'aime... C'est pas élitiste, j'aime que très peu de choses. Je pense pas qu'on peut dire élitiste. Mais je réfléchirai après. Je réfléchis à un mot autre que chiant et qu'élitiste. Difficile. Pointu. Exigeante. Il y a des gens qui, par exemple, sont très exigeants en littérature et au cinéma. Ah, j'ai vu un film formidable. Je dis, mais, tu le trouves formidable? Mais en fait, je m'aperçois qu'ils ont beaucoup moins d'exigence pour le cinéma. Mais tout dépend aussi de ce que tu attends. Si tu attends juste de te divertir, de te changer les idées, ou si tu attends d'avoir une réflexion profonde non, mais ce qui sur le monde et le sens de la vie, quoi. Ce qui me change les idées, c'est d'avoir une réflexion profonde. Donc, c'est pas ça ou ça. Ce qui me change les idées, c'est quand ça me prend la tête. Sinon, ça peut pas me changer les idées. D'accord. Oui, mais il y a des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête tout le temps. Oui, donc ils se changent pas les idées, si. Ah ils peuvent se changer les idées sans se prendre la tête. Je vois pas comment. Ça, faudra encore réfléchir à ça hors micro. Et tu as signé la charte des créatrices de bande dessinée contre le sexisme. Ouais. Et tu as parlé un peu aussi avant de ce rapport avec des hommes arrivés en France qui te regardaient dans la rue et que tu en pouvais plus et que c'était très compliqué. Du coup, qu'est-ce que tu penses de la place des femmes, que ce soit dans la bande dessinée ou dans la société en règle générale, de toute façon? Oh là, c'est vaste, hein. Je pense qu'on est sous-développé. On sort de l'esclavage tout doucement. Il y en a pour des millénaires. Ah, carrément. J'allais te demander si tu pensais qu'en un an ou deux, après Angoulême, ça pouvait évoluer, mais là, si tu me parles de millénaires, j'ai peur. Non, disons 2000 ans. Ah oui, carrément. Ça fait très très long, 2000 ans, quand même. Non, mais t'imagines? Bon, 1000 ans. Déjà, même 1000 ans. Moi, j'espère que mes enfants auront une... Non, mais t'imagines, on est fait de ça depuis depuis quoi? Depuis, dis-moi des chiffres. Ah je sais pas, la nuit des temps, par exemple. Voilà un bon chiffre. Tu vois? Non, et en plus, je pense que c'est pas tout à fait vrai, parce que je suis pas sûre qu'à la préhistoire... au néolithique ou au paléolithique, il y avait vraiment des rôles. Enfin, oui, il y avait sans doute des rôles qui étaient plus ou moins attribués ou qui sont attribués progressivement. Je pense que c'est surtout avec la sédentarisation et l'arrivée de l'agriculture et où les choses se sont mises en place petit à petit. Mais oui, je pense qu'effectivement, là, on compte en, je sais pas. Ah oui, non, mais 4, depuis combien de temps les femmes ont un peu pris de la place dans la culture?
Dans la politique, c'est archi récent. Après, au Moyen-Âge, par exemple, les femmes avaient une place plus importante. Le 19e a fait beaucoup de mal. Oui, sûrement. Il y a eu des avancées et puis des périodes de recul. Mais c'est à la marge. Les femmes, peut-être dans certains milieux, mais en gros, elles se faisaient cogner dessus, violer. C'était pas la valeur. Bien sûr, le 19e siècle a mis ça officiellement et a installé ça. A codifié ça de manière... Mais je trouve qu'on commence quand même depuis quelques mois à penser à ça, c'est-à-dire à faire que cette domination ne soit pas que le problème des dominés. C'est-à-dire que les hommes et les femmes et tout le monde commence à le penser. C'est ce que j'appelle de mes voeux depuis 100 000 ans. Et tu vois quand je dis en quelques mois, en fait, l'évolution est rapide. Ouais, mais ça fait tellement de temps, depuis les années 70, tu dis comment ça se fait que les mecs sont capables de prendre feu et flamme pour les Indiens d'Amérique, les ouvriers, les pauvres, les machins, le racisme, les noirs. Et pour les femmes, non. Ah, c'est votre problème. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire que ce soit seulement maintenant que ça devienne politique. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas... Ils se rendent compte. Certains, hein, moi, dans les dîners, mais bon, je suis d'une génération plus ancienne. T'as le droit de parler de ça pendant 10 minutes. Après, on passe à autre chose. Mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est qu'après, ça devient chiant, c'est ça ? Non, mais je veux dire que c'est extraordinaire, la misogynie autour de soi. Avant, je vivais un peu en marge de tout, donc je ne m'en rendais pas bien compte. Puis quand j'ai vécu vraiment en couple, donc en vivant, en invitant beaucoup, en se voyant, ça m'est tombé dessus. Je me suis dit, dis donc. C'est pas facile. C'est pas facile, puis t'as pas envie de faire chier tout le monde, puis d'être chiant de toi-même. Une fois, j'ai eu un amoureux qui m'a dit, je m'ennuie. Je lui faisais une grande diatribe féministe, il m'a dit, je m'ennuie. J'ai bien compris. Monsieur, je lui en ai su gré. Parce que c'est vrai, tu peux devenir ennuyeuse. Dès que tu parles plus à quelqu'un, avec quelqu'un, mais que tu balances des trucs comme ça, un peu en boucle, ça peut être un peu grave, quoi. Donc ça m'a arrêtée. Enfin, je l'ai quitté après. Oui, bon, voilà, mais... Non, il était adorable. En plus, c'était tellement pas son genre, il était raide, amoureux et adorable. Et il a réussi à dire, tu vois, je m'ennuie. Ouais, c'est vrai, il avait raison. Oui, mais c'est que ce que tu lui disais C'était ennuyeux. C'était dit d'une manière... Non, il s'intéressait à tout. Mais quand tu es ennuyeux, t'es ennuyeux. C'est ta manière de parler. Non. D'ailleurs, il est psychanalyste et il dit c'est un des signes assez forts. Quand quelqu'un t'ennuie, c'est qu'il va très mal. D'accord. Note plus tard. Tu notes, hein. La prochaine fois qu'on me dit. Quelqu'un peut te raconter les pires horreurs. Je suis parano, je suis ci, je suis ça. S'il t'intéresse, c'est que ça va, il a un dialogue. S'il t'ennuie, c'est qu'il est dans un délire, quoi. Qu'il parle tout seul. D'accord. Mais c'est vrai. Mais ça arrive que des gens t'ennuient. Mais je ne pensais pas que c'était un signe de... Tu pourras leur dire. Non, je suis pas sûre. Non. D'accord. Donc, voilà. Toi, tu penses que... on en a pour des millénaires à s'en sortir, en fait. Non, mais je trouve que ça commence à être marrant. Disons qu'on commence à plus être toute seule. C'est-à-dire... conscience. Voilà, ça fait pas un jour il n'y a pas une semaine, en tout cas, sans que je pense à des femmes battues. Je me dis, quand le mec rentre, j'imagine, tu vois. Le mec rentre, elles étaient peinards un peu dans la maison, ça y est, le mec rentre, qu'est-ce qui va se passer ? J'y pense tout le temps, quoi. Comme j'ai pu pas, comment en m'endormant, je me demande toujours comment dans les camps de concentration les gens dormaient, comment ils se réveillaient. Tu vois, mais j'étais toute seule, je pouvais pas en parler. Les gens me regardent. Oui, les femmes battues, oui, d'accord.
Oui, mais après... Je veux dire que dans les journaux, on en parle, c'est pas politique, on n'en parle pas. On parle de tas de trucs, de chiens écrasés, de gens battus, mais si c'est une femme... Quand tu parles de la Shoah aujourd'hui aussi... non, ça n'a rien à voir. La Shoah, c'est politique, on en parle. Mais tu ennuies aussi assez rapidement les gens. Ah, mais je te dis, tout dépend comment tu parles. Bah, je pense que c'est des sujets... mais effectivement, le féminisme, si tu en parles, même le fait d'affirmer, de dire « je suis féministe », c'est presque... Alors, peut-être moins aujourd'hui, mais c'est quand même un peu considéré comme un gros mot. Ouais, ça, j'espère que c'est passé, là. Là, je suis pas sûre, mais... Mais je te dis, dès que les hommes vont s'y mettre, ça sera plus un gros mot, parce que c'est toujours la valeur, les hommes, encore, hein. Je te dis, on en a pour des millénaires, ce qui soit pas la valeur. Donc, si les hommes s'y mettent, si on fait des thèses, si on peut en parler dans les dîners, si on peut faire des livres, si on se met à regarder vraiment l'histoire. Mais c'est dur de le voir en face. C'est comme au moment de l'esclavage. Les gens, ils ont dû se dire, oh, c'est vrai, hein. Mais il faut un certain recul. On vit ça, il faut un courage quand même. Et puis, ceux qui avaient des esclaves, comment... Tu vois, il y a ceux qui disaient, mais bon, c'est sympa aussi, les esclaves. Mais c'est vrai que ça devait être sympa aussi, d'une certaine manière. On y trouve son compte. Mais voilà, il faut un certain recul pour le réaliser aussi. Il faut un courage aussi. Ouais, il faut un recul, un courage. Et se rendre compte de l'horreur du truc. Quand tu penses aux femmes en général. Par contre, être un peu en situation de coloniser, ça a son intérêt aussi. T'es peinard un peu. C'est pas toi qui as fait le monde, t'es là-dedans. T'es un peu à côté de la plaque. D'ailleurs, je trouve que les filles, parfois, elles sont vraiment marrantes parce qu'elles s'en foutent de tout, quoi. Elles sont capables de délirer vraiment plus que les mecs, de tout foutre en l'air. Parce que c'est pas elles qu'on... Ouais, c'est pas leur truc. C'est pas leur monde. Non. C'est ça. Ouais, je trouve. Enfin, c'est une idée comme ça, mais ça m'a toujours frappé la capacité de délire des filles. Nous, entre 8 filles, et je peux te dire que chaque fois qu'on se voit, ça décolle franchement. Alors que les hommes, tu penses pas? Et entre filles, les années 70, c'est un des trucs les plus marrants, c'est qu'on s'est retrouvés entre filles, mais on déconnait. Et les filles dans la BD, là, les petites, enfin je dis les petites, ça c'est encore macho. Elles sont franchement marrantes, on est pliés avec elles. Si, il y a des hommes très marrants, mais tu vois, t'es plus responsable du truc, t'es dans les... Je sais pas, c'est long à expliquer, mais il me semble qu'il y a moins ce truc de dynamitage. Les petites filles, ça dynamite aussi, ça dynamite beaucoup, c'est pas leur monde. Donc elles s'en foutent. Ouais, elles le dynamitent. Bon, donc il va falloir qu'on dynamite ce monde et puis qu'on en reconstruise un, c'est ça? Oula, heureusement, je ne serai pas là parce qu'il ne sera pas forcément mieux. Mais bon, en tout cas, il sera mixte. Ce qui sera quand même plus marrant, mais... Donc rendez-vous dans quelques millénaires, alors? Oui, je compte sur toi. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Perrine. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Auriculaire. En attendant, vous pouvez vous abonner au compte Instagram Auriculaire le podcast pour découvrir les interviews à venir. À très vite!